Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leurs recherches, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de mansplaining. Aujourd'hui, pour ce 13e épisode, je reçois Adèle Blais, qui est une artiste peintre collagiste et qui s'est donnée pour mission de représenter les femmes comme des sujets actifs de l'histoire. Dans sa dernière exposition qui s'intitule « Que serions-nous ?», qui est présentée au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, elle s'interroge sur la supposée absence des femmes en histoire et cherche à restituer l'héritage oublié des pionnières, des femmes scientifiques ou artistes dont la propriété intellectuelle a été volée ou dont les œuvres sont tombées dans l'oubli. Vous comprendrez que j'avais pas besoin de plus pour vouloir l'interviewer et en entendre un peu plus sur sa démarche artistique. Adèle Blais contribue à produire de la documentation et des images sur les femmes, ce qui est loin d'être anodin et qui a certainement sa place dans ce podcast. Et c'est aussi une grande nerd de l'histoire des femmes, raison de plus pour l'inviter à discuter avec moi. Notre entrevue se passe en 2 temps, à cause d'une drôle de coïncidence. Au moment où Adèle explique qu'elle s'est sentie tenue au silence par certaines personnes à cause de son projet engagé, la connexion Internet se fait moins bonne et nous oblige à reporter le reste de notre conversation en personne dans mon salon. Après tout, Mercure était en rétrograde au moment de l'enregistrement. Pour celles qui croient à l'astrologie, vous saurez de quoi je parle. Donc, bonjour Adèle et bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta dernière expo « Que serions-nous » qui est présentée au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke? L'exposition à Sherbrooke, ça c'est vraiment génial parce que avec la pandémie, il y avait quelque chose d'un peu étrange, c'est que j'ai continué à peindre. Je vendais beaucoup parce que les gens voyageaient plus, voulaient redécorer leur maison. Donc, ça a été une période qui était vraiment positive pour moi au niveau des ventes, mais à la fois, je rencontrais personne. Puis à part partager sur les réseaux sociaux, puis là, c'est toujours avec les algorithmes, là, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. J'avais pas vraiment saisi le pouls réel de, pas tant de ce que je fais, mais de ce que ça provoque chez les autres. Parce qu'il y a toujours ça, pour moi, il y a quelque chose d'insipide de faire de l'art juste pour me trouver incroyable, juste pour m'exprimer sur une toile. J'ai vraiment besoin de partager, avoir un feedback, ressentir, voir les réactions. Donc là, cette exposition-là, c'est la première exposition que je fais officiellement après la pandémie. Puis c'est pas rien parce que c'est au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. C'est un bonheur, un privilège, puis de pouvoir palper, de pouvoir ressentir, de pouvoir vivre ce que ça l'a provoqué chez les gens. C'est gros dans ma vie. C'est comme un moment pivot dans mon parcours. Vraiment, il va comme y avoir avant cette exposition-là et après. Ouais. Ben, ça me rend d'autant plus fière d'avoir un peu mis mon grain de sel à cette exposition-là. Puis en effet, je pense que c'est une exposition qui a été beaucoup aimée puis qui a eu comme, je sais pas, j'ai l'image d'un petit caillou dans un lac qui fait plein de cercles. J'ai l'impression qu'en effet, pour plusieurs personnes, c'est une exposition qui est très importante. Puis j'aimerais savoir justement d'où t'es venue l'idée de représenter le parcours des femmes dans tes œuvres. Bien, c'est quoi, je vais te dire quelque chose, Catherine, parce que quand j'ai su qu'elle a invité une historienne qui s'intéressait aux histoires des femmes, je t'avoue que moi, dans mon petit cœur, parce que je travaille toujours à essayer de faire reconnaître ma crédibilité par rapport à mes connaissances, parce que j'ai mes petits enjeux personnels, j'ai pas été très bonne, en fait, j'ai eu 20% tout le long de mon parcours scolaire, j'étais vraiment pas bonne, fait que j'ai toujours un espèce de complexe et un désir de démontrer aux gens que j'étais intelligente. J'ai compris à 27 ans que je computais, tu sais. Puis, il y avait comme cette partie-là où j'étais heurtée, où, tu sais, je me disais, mais là, moi, je connais ces histoires-là. Puis quand tu es venue, tu as réussi à ramasser, puis à synthétiser, puis à mettre en relief des choses que j'avais pas vues. Puis, ton intervention a finalement contribué à mieux comprendre ce que je faisais et pourquoi je le faisais, puis l'écho que ça avait.
Ça fait que ça a été, en fait, ça a été très important ce que tu as dit, puis la vidéo était super bien réalisée en plus, j'étais vraiment contente. Mais c'est une exposition qui est importante, pas tant pour moi, même si ça a été super, c'est de voir l'importance qu'on doit apporter au féminin. Je comprends que de plus en plus, au-delà de raconter l'histoire des femmes, je raconte l'histoire du féminin. Parce que quand je fais des présentations au musée, il y a de plus en plus d'hommes, il y a encore plus de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont eux aussi très touchés par mon discours. Parce que ce rejet du féminin, je pense qu'on l'a subi énormément, avec beaucoup de violence, les femmes, parce que c'était le côté femme, féminin qu'on incarne à l'avant-plan. Mais les hommes ont eux aussi un côté féminin qui ont été obligés de refouler, qui a été perçu comme un signe de faiblesse. Fait que fallait toujours qu'ils soient en contrôle de la situation, fort, puissant, providers, sans émotion. Puis moi, j'ai un gars puis une fille, puis c'est pas vrai qu'il y en a un qui pleurait plus que l'autre pour une chicane d'amis. Ça a été quand mon garçon est arrivé à l'école primaire puis qu'il a commencé à s'excuser dans la cour d'école quand il faisait mal à quelqu'un ou qu'il s'était trompé, puis on s'est moqué de lui. Puis à partir de ce moment-là, il a ravalé ce côté-là féminin puis il a poussé à fond son côté masculin. Donc, c'est vrai qu'au départ, je m'intéressais beaucoup à l'histoire des femmes parce que c'est juste mongol qu'on ne connaisse pas cette partie. Ça n'a juste pas rapport, surtout quand on comprend d'où vient l'histoire. La première personne à avoir écrit son histoire, c'est Auguste, qui était l'empereur de Rome. Mais en fait, c'est une campagne politique qu'il a faite pour aller contre son beau-fils qui s'était marié avec sa fille, qui faisait une alliance contre lui. Il a engagé une des 8 personnes qui savait écrire en Europe. Il lui a demandé d'écrire sa biographie, mais évidemment en contrôlant le discours. Fait que il avait des gros muscles, il était grand, il était fort, probablement un immense pénis. Puis c'est tout ça, il a tout créé un personnage qui est pas une vraie chose, il l'a magnifié. Fait que c'est sûr que la personne suivante qui a dit, ben moi aussi j'écrirais bien mon histoire, il a pas dit, ben moi quand je me couche, je pleure ma mère. Faut que tu te mettes meilleur que l'autre, puis meilleur que l'autre. Donc, toute l'histoire, toutes nos sociétés qui sont construites sur l'histoire, parce que c'est toujours ça, on va toujours voir en arrière ce qui s'est passé, mais le point de départ, c'est de la merde. C'est déstabilisant quand même. Oui, puis le terme que j'entends, c'est la masculinité toxique aussi, le fait de vouloir comme renchérir puis se montrer jamais aussi vulnérable que ce qu'on est réellement. Puis je voulais aussi réagir à ce que tu as dit, comme l'aspect comme recherche historique là, de l'exposition que tu as faite. Moi, j'ai vraiment été frappée par la rigueur de la recherche historique qui a été faite pour chacune des femmes là, qui est représentée dans ton exposition. Puis c'est ça qui m'a vraiment beaucoup intéressée justement au propos de l'exposition. Puis j'ai vraiment quitté l'enregistrement de la capsule qu'on a faite là, au musée avec satisfaction parce que je me disais, enfin, il y a des sources historiques sur les femmes de l'Estrie puis du Québec aussi. Puis ça, c'était comme hier, ça contribue vraiment comme justement à l'histoire du féminin. Puis ça m'a vraiment beaucoup encouragée. Puis c'est ça, ma prochaine question, ça portait vraiment comme sur... Tu as répondu un petit peu, là, mais pourquoi tu t'es tournée spécifiquement vers l'histoire? Parce que ça startait avec de la merde. Puis je trouve que ton propos pourrait pas être plus juste. Justement, je voulais te poser la question, est-ce que tu as eu de la difficulté à trouver des informations sur les femmes? Parce que moi, oui, vraiment beaucoup. Mais je sais pas si de ton côté, c'est la même chose. Bon, là, j'ai 2 choses à dire là-dessus. Je vais commencer par, il y a 6 ans, quand j'ai commencé mon projet, déjà, j'étais très sensible. En fait, juste commencer à comprendre que je savais pas, que je ne connaissais pas l'histoire des femmes. Je m'étais jamais questionnée sur le fait que je connaissais pas l'histoire des femmes. J'avais jamais même réfléchi à penser au fait que je connaissais l'histoire des femmes. Pour moi, il y avait Marilyn Monroe puis Marie Curie. Puis ceci dit, je le fais.
je pose la question des fois, puis j'essaie toujours de dégager le jugement, puis de juste y aller avec beaucoup, beaucoup de lecture. Mais quand je vais parler aux gens, ils font toujours comme ah oui, oui, c'est vrai, le soir. Puis là, je me pose la question, je dis OK, et supposons à part Marie Curie, peux-tu, puis c'est toujours le dire de façon généreuse, avec beaucoup d'ouverture, les gens sont bloqués. Ah, il dit, ah, mais zut, c'est Marie Curie que je voulais dire, tu sais. Fait que c'est. Mais moi, j'étais là aussi. Il y avait Marilyn Monroe et Marie Curie. Je n'ai jamais questionné plus loin. Puis du moment où j'ai touché ça, je suis devenue un rat de bibliothèque. C'est que je reviens sur l'affaire où j'ai eu 30% toute ma vie, le général à l'école secondaire. Je comprenais pas ce que je faisais là. C'est comme on pourrait dire que c'est du déficit d'attention parce que c'est la grosse affaire, mais quand ça m'intéresse pas, j'y arrive pas, je peux pas faire assemblant. Mais ça, quand je me suis mise à m'intéresser à l'histoire du féminin, puis c'est comme je deviens une détective. C'est ça, de dénouer, de retourner à la source. C'est une passion pour moi. Puis c'est quelque chose qui se fait assez naturellement pour moi. Puis plus je connais des histoires, puis là, ça va faire 6 ans que je creuse, plus je réalise qu'il y a des femmes qui se sont croisées des fois très de loin. C'est vraiment, c'est ça. Puis il y a comme un tissage qui se fait finalement. On comprend aussi les époques, comment on se vivait à ce moment-là. Donc, ça devient tellement intéressant. C'est là où c'est au-delà de... C'est enrichissant, c'est nourrissant. Puis pour les hommes et pour les femmes, l'histoire de guerre, on en a soupé. Tu sais, c'est drôle, je parlais avec quelqu'un qui disait, il est tombé sur un livre, puis c'était l'histoire de l'Angleterre. Puis en fait, l'histoire de l'Angleterre, c'était juste l'histoire des rois. C'est comme on a réduit l'histoire du peuple à quoi? 10, 15 personnes. Puis on a réduit notre histoire à des conquérants, à des histoires de guerre, de violence. Puis c'est pas vrai. Il y a des histoires magnifiques d'amour, de persévérance, de découverte, de recherche. Puis moi, je me penche sur l'histoire du féminin avec ces portraits de femmes-là. Je pense qu'on pourrait s'intéresser aux gens qui ont travaillé dans les usines, aux ouvriers, on pourrait s'intéresser aux gens de l'agriculture, au peuple autochtone, au peuple noir. Tu sais, je pense qu'il y aurait tellement de richesses à aller trouver là, vraiment. Mais là, moi, je trouve ça fascinant parce que je parle de 50% de la population. C'est juste fou. Justement, quand tu commences à penser puis à mettre en place dans ta tête le portrait d'une femme, c'est quoi l'étape numéro 1 avant de vraiment commencer à peindre sur une toile, mettons? Souvent, on parle, là, les auteurs littéraires qui disent que c'est comme pas eux qui écrivent, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui écrivait à leur place. Je pense que j'étais un peu là-dedans aussi. C'est comme si je peux pas, c'est moi, pas moi. Il y a vraiment, des fois, c'est la femme qui vient à moi. C'est comme si, par différentes portes d'entrée, supposons quelqu'un qui me l'envoie sur Facebook, là, je tombe sur une lecture, je le vois sur Netflix. J'ai envie de parler des femmes en sciences. Là, dans l'exposition, il y a eu quand même plusieurs femmes qui sont en sciences. C'est un nouveau volet dans ma vie. Au départ, j'étais plus dans des histoires. La première exposition que j'ai faite et le premier livre que j'ai fait avec Nathalie Platte, Les Sublimes, c'est des femmes beaucoup internées en hôpitaux psychiatriques. Mais c'est aussi très représentatif de comment je me sentais à ce moment-là dans ma vie. J'étais dans un enfermement dans ma relation de couple. C'est rien contre la personne, c'est juste qu'on s'était créé une vie des années 50 pour différentes raisons. Je me suis enfermée là, puis je savais que de sortir de ce cocon-là, ça l'impliquerait que je devrais exploser le cocon, mais qu'il y avait plein d'autres choses qui allaient exploser parce que on aime les femmes fortes quand elles sont dociles. Et j'ai arrêté d'être docile. Puis j'ai honoré ma force. C'est pour ça que le deuxième livre s'appelle Forte. Mais ça a été un parcours dur, brave. Ça me demande encore beaucoup de courage parce qu'il y a des décisions que j'ai prises, des gens que je vois moins ou des changements de vie que j'ai faits qui me demandent à tous les jours de me questionner, est-ce que encore aujourd'hui je prends cette décision-là? Est-ce que c'est encore la meilleure décision pour moi et ceux que j'aime? Parce que si moi je vais pas bien, ça a un écho sur mes enfants, puis sur mon chum, puis sur mon travail. Bon,
Tout ça pour dire que ces femmes-là, y arrivent parce que souvent, c'est une représentation de ce que je vis. Puis les gens achètent les tableaux en fonction de ce qu'ils vivent eux aussi. C'est pas anodin, c'est des rencontres amoureuses. Ça fait qu'il y a ça, elles viennent à moi, puis je le sais. Je le sais, puis là, j'envoie la photo à François tu sais, je m'assure, bon, les droits d'auteur et tout. Là, je fais imprimer. Puis quand le tableau arrive, je suis toujours excitée quand je vais chercher mes nouveaux tableaux, là. Puis, j'ai toujours fait des recherches. Du moment où j'ai comme eu une idée de la femme, j'ai fait des recherches approfondies, puis des fois, pendant que je peins, je vais écouter des balados ou des films ou des trucs, mais tu sais, j'ai toujours fait des recherches avant sur... Là, ça a coupé, là, tu me diras si tu m'entends bien. Écoute, je me suis pas fait dire que mon projet était trop engagé. Ceci dit, ça brasse. Dans le sens que c'est quand je joue dans ces énergies-là, ces histoires-là qu'on a maintenues au silence. Et ce n'est pas juste les hommes qui ont maintenu les histoires des femmes au silence, les femmes on a maintenu notre force au silence. Cette force-là nous fait peur parce que quand on connecte avec ça, ça veut dire qu'une rébellion intérieure. Quand on ouvre la porte, on ne peut plus la refermer. Comme je l'ai annoncé au début de l'épisode, la mauvaise connexion Internet, ou Mercure en rétrograde selon vos croyances, nous a obligés à reporter notre conversation. J'ai donc invité Adèle à poursuivre notre discussion chez moi, dans mon salon, parce que j'avais très envie de savoir la suite de ce qu'elle avait à me dire sur sa démarche. Voici donc la deuxième partie de notre jasette. Donc c'est parti, je pense qu'on s'était laissé sur la question, on parlait du fait que ton projet d'expo, il était beaucoup engagé. Puis, est-ce que c'est une chose qui t'a été reprochée ou au contraire, est-ce que ça a été plutôt bien accueilli? J'ai pas eu de reproches concernant l'engagement. Même au contraire, voir la réponse des gens, l'intérêt, je pense que les gens ont besoin de cet engagement-là. Je pense que c'est inspirant. Oui, je pense que c'est inspirant de voir que c'est possible de s'engager, d'avoir des opinions puis de les exposer. Ce que j'ai vécu, étrangement, puis avec une certaine déception, c'est que finalement, il y a quand même eu une espèce de résistance. J'ai dérangé. Quand même, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose dans mon propos qui dérangeait. Je suis convaincue que c'est jamais mal intentionné, mais je me serais attendue de déranger les hommes, puis en fait, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Au contraire, les hommes étaient, quand je fais des présentations là, au musée, les hommes sont devenus de plus en plus présents, de plus en plus ils venaient, peut-être pas à part égale, mais vraiment, ils étaient nombreux, puis intéressés, touchés, émus. Quand je parle du fait que le féminin, eux aussi ont une part de féminin qui ont dû refouler, je voyais combien ça résonnait chez eux. C'était super beau, l'intérêt était là, sans être complaisant. Donc, il y avait vraiment quelque chose de super intéressant, mais en fait, j'ai l'impression que c'est les femmes que j'ai dérangées plus, pas tout, hein, loin d'eux, mais quand même, il y a une part d'inconscient, je pense, que de reconnaître ces histoires-là, de reconnaître la valeur de ce qu'on ne connaît pas, du moment où on le voit vraiment, qu'on l'honore, ça veut dire qu'on ne peut plus fermer la porte, puis ça s'intègre dans notre vie. Ça veut dire que quand on revient à la maison, il faut regarder la relation qu'on a avec notre chum, avec notre blonde, avec nos enfants, avec nos parents. C'est une exposition, je pense, puis surtout en parlant de ces histoires-là, où tout d'un coup, on a le droit d'exister, on a le droit d'être ce qu'on est complètement. Puis ça, je pense que ça provoque des choses étranges. Fait que des fois, la réponse de l'autre côté, elle a été... je suis convaincue que c'était pas volontaire, mais des fois, des paroles dures ou des façons d'agir étranges. Ouais. OK. Pas de toutes les femmes, hein, par exemple, mais quand même, c'est de là que c'est venu. OK. Parce que c'est dur, des fois, de confronter sa propre misogynie internalisée. Comme, tu sais, même, je pense, je suis persuadée que même les militantes féministes en ont, là. Même celles qui sont les plus militantes en ont toujours un petit peu pareil, mais... Oui, parce que l'affaire, c'est que c'est un discours qui est inclusif, fait que ça peut déranger aussi.
Moi, je pense pas que, dans mon projet, je pense pas qu'il faut exclure les hommes. Au contraire, je pense que les hommes aussi ont beaucoup souffert de ce patriarcat-là. Puis là, je sais que ça peut déranger. Fait que oui, c'est ça, je pense qu'on a internalisé plein de choses. Aussi, ça dérange une femme qui décide de prendre la parole. Si toi, tu prends la parole, en fait, la jalousie ou l'irritation, c'est une indication de quelque chose qu'on ne fait pas dans nos propres vies. Puis ça, je l'ai vu, le fait de prendre la parole, surtout prendre la parole politique, avec la reconnaissance d'Anna Canfield comme cofondatrice de Sherbrooke. J'ai vu que ça provoquait des gens. Mais en fait, je me dis, mais attends, on peut être plusieurs à travailler ensemble. Il y a toujours plein d'hommes qui travaillent en politique. Il y a plein d'hommes. Pourquoi on ne fait pas ça, nous, les femmes? Non, c'est comme déployer son énergie à taper sur l'autre femme qui prend de la place, plutôt que de dire « Aïe, je vais riser là-dessus, ça va m'élever, puis moi aussi, je vais partir de mon bar, puis je vais partir un nouveau projet politique, puis je vais m'engager. » Fait que c'est ça. Ça a été peut-être, je dirais pas une déception, mais un constat qui m'a chagrinée. OK. Ben, en effet, c'est un peu amer, là. Je trouve que tu m'en parles, puis ça me fait un peu... Ouais. une petite blessure. Mais est-ce que tu dirais que c'est facile pour les femmes artistes d'avoir des projets qui sont engagés ou au contraire, les choses tranquillement s'attendent à changer? Je pense que les femmes ont souvent des projets artistiques engagés. OK. Je pense que souvent, le mandat des artistes, c'est d'être engagés. Puis après ça, c'est quoi la définition d'être artiste? C'est très, très large. Je pense que quand c'est fait avec le désir d'être inclusif, justement, c'est drôle, tantôt j'écrivais mon texte que je vais partager sur Facebook pour annoncer la fin de l'exposition, puis ce qui revenait, c'est que ma plus belle révélation, c'est les visiteurs. C'est de voir leur intelligence, voir leur curiosité, voir leur sensibilité, le nous, l'espèce de lieu de communion que ça pouvait créer, où tout d'un coup, c'est plus un contre l'autre, c'est un nous qui existe. Je pense que quand on s'engage pour parler de quelque chose, sans nécessairement pointer du doigt quelqu'un, mais de faire un projet qui serait rassembleur, on travaille sur la force du groupe, je pense que ça dérange jamais. OK. Puis, tu as un petit peu répondu à la question tantôt, mais est-ce que tu dirais que c'est difficile d'intéresser les hommes à l'histoire des femmes ou au contraire, ça leur vient de plus en plus naturellement d'aller vers ça? Bien, souvent, ça m'est arrivé quand je parlais de mon projet de création, mon projet artistique. Les hommes disaient « Ah bon, ben, je vais sortir de la pièce, ça ne me concerne pas. » Ça, j'en ai eu beaucoup au début. Aussi, ça m'arrivait souvent de me retrouver dans des soirées où dès qu'il y avait un peu d'alcool ou un peu trop d'alcool, les hommes me prenaient dans un coin puis là, ils commençaient à me dire combien que eux, c'était pas facile, que eux, ils étaient souffrants, que les femmes, ce qu'ils pouvaient... Puis là, c'est là où je pense qu'on se trompe de pointer, c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre. C'est trouver la faute. C'est sûr que peut-être que ça nous permet de comprendre des choses, mais je pense que tout le monde est dans une démarche, autant les hommes que les femmes, essayer d'aller mieux. Puis l'état de la planète nous montre clairement qu'il faut penser différemment. Les hommes et les femmes sont sensibles à ça. Fait que peut-être parce que les gens qui s'intéressent à mon projet, c'est souvent des hommes d'une certaine catégorie d'âge, d'éducation, mais non, je ne l'ai pas ressenti. Ouais. OK. Mais je trouve ça encourageant quand même que les hommes se soient sentis interpellés par ce projet-là. Et quand même, j'ai l'impression que tout public confondu a une réponse assez positive à ce projet-là. Puis je pense que les hommes sont préoccupés aussi par le mouvement masculiniste, la masculinité, voyons. Oui, c'est masculinité toxique. Oui. C'est ça. Et ça, il y en a plusieurs qui m'en ont parlé, ils sont préoccupés, puis ils se reconnaissent absolument pas là-dedans. Ouais. Tant mieux. Ouais. Ça aussi, c'est rassurant, là, parce que moi, j'ai l'impression que ce mouvement-là, il gagne en force là, avec les années, puis jamais j'aurais pensé ça, mais... Oui, mais il gagne en force, par exemple, aussi. Chez les jeunes, c'est une stratégie marketing incroyable, c'est les réseaux sociaux. C'est fou, j'aurais jamais pensé dire ça parce que quand même, c'est un gouvernement c'est une dictature en fait, mais la Chine qui a décidé d'imposer le maximum de 2 heures pour les jeunes. Et quelque part où je comprends, je le vois, la perte de temps sur les réseaux sociaux, si on rentre dans un fil, combien ça peut toujours nous dire, nous nourrir une certaine idée.
Puis là, c'est comme si toutes les réponses étaient dans les réseaux sociaux, puis avec le fil. Oui, c'est préoccupant. Oui, ça gagne en popularité, mais il y a aussi un autre pan plus encourageant d'ouverture et d'inclusion. Oui, tant mieux. Puis là, je change un peu de sujet, mais j'aimerais savoir, pendant tes recherches pour préparer l'expo, est-ce qu'il y a des faits historiques qui t'ont particulièrement marqué, réjoui ou au contraire contrarié? Wow. Je vais commencer par ceux qui sont le fun. Là. Maggie Sirois, la femme la plus forte du monde, c'est incroyable, tu sais, puis qui était aussi forte que Louis Cyr, mais qu'elle a même invité à faire un duel, puis il n'a jamais voulu, il n'a jamais accepté. Ça, je trouve ça tellement le fun. Penser à une femme comme Eva Tanguay, qui, avant Lady Gaga, avant Madonna, était la reine du vaudeville, des costumes extravagants, d'une excentricité, d'une unicité qui a réussi à exprimer artistiquement. Je trouve ça tellement le fun. Anna Kenfield, comprendre, réaliser que Sherbrooke n'a pas été fondé que par un homme. Bon, il faut comprendre que c'est un groupe de gens qui sont venus ici pour différentes raisons. C'est Hayat, Gilbert Hayat, qui a été reconnu comme fondateur, mais comme pour Montréal, de reconnaître aussi une femme comme cofondatrice. Tu sais, ça, puis la ville, voir la ville de Sherbrooke qui participe à ça, qui y croit, qui vont être présents à la dernière présentation que je vais faire le 2 septembre. Ça, c'est malade. Après ça, c'est sûr qu'arriver avec des Rosalind Franklin qui a fait la plus grande découverte du 20e siècle, l'ADN, qui s'est fait voler ses découvertes, puis ces 3 hommes qui ont pris le prix Nobel, ça, c'est fâchant. C'est fâchant aussi quand Eleanor Roosevelt, qui est la première grande dame des États-Unis, la femme de Theodore Roosevelt, mais qui était une femme infiniment moderne, qui a travaillé contre la ségrégation aux États-Unis, qui est restée mariée avec Theodore Roosevelt, mais qui a fait sa vie à part avec une femme qui était humaniste, inclusive, belle, grande, brillante. C'est une femme d'exception. Quand je me cherche un modèle, Eleanor Roosevelt, là, vraiment, là, c'est celle aussi qui a été dirigée la droite des chartes et libertés pour l'ONU. C'est une femme d'exception, mais ce qui est fâchant aussi, c'est que les recherches les plus courantes pour Eleanor Roosevelt, ça va être Eleanor Roosevelt lesbienne. On est plus intéressé par avec qui elle couchait plutôt que toutes les grandes choses qu'elle a accomplies, comme si ça pouvait la discréditer ou la réduire à sa sexualité. Madeleine Pelletier, que je peux pas croire qu'on connaît pas, mais je pense que ça dérange parce que c'est une femme qui a fait le choix de la chasteté, qui s'est habillée comme un homme, qui s'est portée comme un homme, qui a parlé comme un homme, qui était dans les francs-maçons. C'était une femme d'une intelligence remarquable, d'une modernité surprenante. Ses idées étaient d'avant-garde. Ça a été de façon autodidacte. C'est la première psychiatre de France. Mais évidemment, les gens ne voulaient pas aller la voir parce que c'était une femme. Donc, elle a travaillé dans les faubourgs de Paris, s'occuper des gens. Ça arrivait souvent, les médecins. Les gens ne les prenaient pas au sérieux parce que c'était des femmes. Donc, elle a souvent travaillé pour les gens plus pauvres. Ouais. Puis, elle travaillait dans les faubourgs. Puis, entre autres, elle pratiquait des avortements. Puis, elle s'est fait arrêter parce qu'elle dérangeait beaucoup. Puis, elle avait fait un AVC, fait que... ACV, en anglais, hein, AVC de son visage, fait qu'elle avait une partie de son visage qui était tombant. Puis, dans les faubourgs, elle pratiquait un avortement sur une petite fille de 14 ans qui avait été violée par son frère, et c'est là qu'ils l'ont arrêtée. Puis, elle a été enfermée dans l'hôpital psychiatrique où elle avait fait son internat. Okay. Et ça, c'est fâchant. Ouais, non, c'est très fâchant. Puis, c'est drôle parce que une autre affaire aussi qui me dérange profondément, puis ça me fait mal à l'âme, si je mets le portrait d'une femme comme Madeleine Pelletier ou Maggie Sirois, qui sont peut-être esthétiquement pas comme dans les standards qu'on connaît, belles femmes, ou si je mets une femme plus vieille ou plus ronde, j'ai pas de réponse sur Facebook, il n'y a pas de réaction. Mais si je mets une belle femme, comme là, j'ai mis Audrey Hepburn dernièrement. Mais Audrey Hepburn, ceci dit, c'est incroyable. Elle a travaillé pour la Résistance quand elle était jeune, elle a passé des papiers. Elle a terminé sa carrière d'actrice plus jeune pour se dédier à l'UNICEF, travailler pour les jeunes enfants qui étaient affamés. C'est une grande dame, mais très belle. Puis là, quand je mets Audrey Hepburn, ça explose. Les gens... son apparence, ouais, c'est tout ça. Puis ça me...
mon premier mouvement, c'est d'être vraiment fâchée, puis après ça, il faut juste que je me rende à l'endroit où les gens y sont. Présentement, c'est plus facile aimer une belle femme qui a osé prendre une place puis faire les choses différemment. C'est moins dérangeant qu'aller aimer une femme comme Madeleine Pelletier puis l'honorer. Ça brasse trop l'intérieur, ça déstabilise un peu trop nos conventions, puis ça peut trop shaker notre propre vie. Oui, puis des fois, quand on est décidé à ce que les choses changent, on a des conversations un peu frontales avec nos proches, puis on tient comme à les shaker. Mais je pense qu'en effet, c'est sage d'aller chercher les gens où est-ce, exactement comme tu l'as dit, où est-ce qu'ils sont rendus pour les amener tranquillement vers d'autres choses. Mais en tout cas, c'est un peu difficile des fois parce qu'on voudrait tout traverser tout de suite. Ouais. Puis, je change encore un petit peu de sujet, mais tu en as parlé précédemment, mais tu as produit un livre en collaboration avec Nathalie Platt, qui est chroniqueuse au journal Le Devoir, et psychologue et clinicienne. Puis, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ce projet-là, puis de qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? En fait, avec Nathalie, c'est le premier livre que j'ai fait. C'est au début du processus où je commençais à faire l'histoire des femmes, puis là, c'est devenu évident que j'avais comme envie de faire un livre. En fait, l'idée du livre était déjà venue précédemment, avant, mais je savais pas trop comment l'articuler, comment l'organiser. Puis à ce moment-là, Nathalie et moi, on était très proches, puis je me rappelle, c'était à son anniversaire, je lui ai proposé, j'ai dit, devrais-tu écrire les textes des portraits? Elle s'est vraiment inspirée, puis avec son style, c'est plus de la poésie. Elle s'est inspirée de l'histoire de ces femmes-là pour écrire les courts textes. Ça a été vraiment, franchement, un succès, ce livre-là. Il y a 1000 copies qui se sont vendues en une année pour un livre d'art, de poésie. C'est exceptionnel, c'est comme un best-seller, là. C'est ça, c'est moi qui a financé puis qui a fait l'édition aussi de ce livre-là. On a lancé, en fait, avec le temps, j'ai repris plus le projet, puis j'ai relancé une réimpression là, au printemps dernier. Et puis, sinon, entre-temps, j'ai aussi, entre les deux, fait le livre Forte, où là, c'est plus proche de mon projet. J'ai demandé à une historienne de formation d'écrire les textes biographiques, donc c'est beaucoup plus proche de la réalité, on connaît l'histoire. Puis, à travers ça, j'ai pris la trame narrative pour raconter ce que ces histoires-là, ces rencontres-là avec ces femmes-là m'avaient fait vivre, puis l'évolution, mon affranchissement, mon affirmation aussi de femme à travers les portraits. OK. Puis, dis-moi, est-ce que tu as d'autres projets artistiques de ce type-là ou d'autres projets d'exposition aussi? Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais... Il y a des projets d'exposition dont je ne peux pas parler encore. Il y a l'application de réalité augmentée qui reprend parce que ça a été une épreuve quand même assez difficile, là, juste rapidement. C'est probablement le plus grand projet parce que mon idée, c'est toujours d'inclure les gens, d'approcher les hommes, d'approcher les jeunes. Je pense que ça passe par là. C'est pas juste parce que les femmes féministes, on est convaincus, on peut être toutes ensemble, mais je pense que c'est le groupe. Donc, c'est une application de réalité augmentée que j'ai pensée, à laquelle j'ai réfléchi pendant qu'on était en pandémie. Je me disais, c'est catastrophique, je peux pas montrer mes tableaux, je peux pas raconter ces histoires-là. Donc, avec l'application, on pouvait s'approcher des œuvres, regarder tous les détails. Et là, la grâce, c'est que tout le monde était en arrêt de travail, c'était la pandémie. J'ai fait écrire des textes. Il y avait aussi des textes qui étaient déjà dans le livre Forte qui avaient été écrits par Sophie. Et puis, j'ai fait faire des enregistrements par Christine Beaulieu, Marion Cotillard, Dominique Michel, Dominique Pétain, Ingrid Falaise, Marie-Josée Laure. Tu pourrais continuer, c'est juste que tout le monde était disponible, tout le monde est embarqué. Donc, c'est une application où on se fait raconter l'histoire par les plus grandes voix du Québec. Wow. Et c'est incroyable, mais il y a peut-être des choses qui sont en train de se placer où j'ai une proposition qui va me permettre de relancer l'application. Une proposition incroyable qui vient d'arriver là. C'est pas encore fait, mais bon. Mais c'est ça, c'est vraiment... on parlait d'astrologie tantôt, il y a des choses qui nous dépassent des fois. J'ai 2 dernières questions pour toi que je pose à toutes mes invitées.
est-ce que ça t'arrive qu'il y a des hommes qui t'expliquent des choses? Ah. C'est déjà... Ah ouais, le mansplaining, c'est pas endurable. Ça, faudrait faire quelque chose parce que ça n'a pas d'allure qu'ils fassent ça. C'est tellement... Ça mérite tellement profondément. C'est pas endurable, c'est pas endurable. Puis c'est que l'affaire, c'est que je sais pas pourquoi ils pensent que c'est thing, c'est fatigant. C'est pas, c'est comme, faudrait faire un genre... tu sais, comme moi, je trouve ça incroyable, le mouvement #MeToo, ce que ça l'a fait. Tu sais, je sais que ça l'a déstabilisé beaucoup, puis... Mais les hommes étaient pas au courant. Je pense que souvent, puis moi je l'ai vu, il y a certains milieux où c'était chose normale de dire aux filles qu'elles avaient des belles fesses ou ils pognaient un toton, ou tu sais, que c'était comme encouragé, puis c'était cool avec tes potes, puis t'en parles, puis c'était juste une culture de marde qui était là, puis qui était comme encouragée. Puis je pense qu'avec tout le projet #MeToo, il y a le côté vraiment dramatique parce qu'il y a eu des situations qui méritaient d'être dénoncées, qui étaient vraiment graves. Mais il y a toutes les micro-agressions aussi que les hommes faisaient, les commentaires déplacés qui pensaient qu'ils étaient cool, que là, ils ont réalisé, mais attends, ça se dit pas. Puis mon Dieu, maintenant que c'est là, je réalise à quoi je pensais. Puis le mansplaining, je pense que les hommes saisissent pas, mais c'est tellement attardé. Mais je pense que à la seconde où on est une femme, les gens assument qu'on sait rien. Puis qu'on a... que peu importe c'est quoi notre niveau d'études, on n'est pas au courant de rien. Puis, tu sais, il y a vraiment des hommes de mon entourage qui... Tu sais, moi, j'ai fait des gender studies, puis il y a des personnes qui m'expliquent c'est quoi, tu sais, le féminisme. Puis moi, maintenant, je me gêne vraiment plus de les interrompre puis dire ce que tu m'expliques en ce moment, je le sais déjà. T'sais. Puis je trouve que ça met vraiment comme... ça met vraiment un terme rapidement comme à la conversation de mal qui s'en venait. Ouais. Fait que... Ah oui, cas, bravo. Merci, c'est mon truc. Ouais. Mais l'autre fois, il y avait quelque chose de super intéressant. J'écoutais un balado avec Mel Robbins, puis il y avait une femme qui venait, c'est une triple doctoresse, post-doctorat, machin. Puis elle arrive, puis elle dit « Ah non, tu peux m'appeler, je sais pas trop, Casey. » Puis là, Mel Robbins a dit « Pardon, je vais pas t'appeler Casey. T'as-tu vu tout ce que t'as? C'est pas vrai que je vais t'appeler Casey. T'es une docteure de ci, de ça. T'es une des personnes les plus éduquées que j'ai jamais eues en entrevue. C'est pas vrai que je vais te rabaisser à t'appeler par ton prénom. » Puis ça, je trouve ça vraiment hot, mais on a tendance à faire ça. Moi, je travaille aussi beaucoup sur ma crédibilité parce que ce que je fais, je suis une nerd. Je suis vraiment une nerd de nerd, puis j'adore ça, puis j'adore cette identité-là, mais j'ai de la misère à la faire valoir parce que de l'extérieur, j'ai l'air un peu blablabli, puis là, j'utilise pas les grands termes ou quoi que ce soit, et qu'à un moment donné, j'allais chercher des cours à Harvard pour me donner une crédibilité, puis que ça marche, juste déposer le mot Harvard, là, tout d'un coup, là, ça change un peu la donne, quand, au fond, j'allais là, puis c'était toutes des choses que je connaissais déjà, ou à peu près, tu sais. Mais ouais, le mansplaining, c'est une drôle de bête. Mais ça... Les hommes sont clouless. Je pense vraiment qu'ils s'en rendent pas compte. C'est ça. Qu'ils font ça. Ouais. Je pense qu'ils pensent que c'est cool. Je sais pas. Ben, ils se confortent un peu, je pense, dans leur rôle de nous montrer des choses qu'on sait pas, sauf qu'ils se doutent pas qu'on sait, justement, puis probablement mieux qu'eux. Oui, puis l'affaire, c'est que tu vois, tu as dit quelque chose tantôt, puis là, je réalise que, tu sais, avec mes enfants, je vais avoir tendance un peu à leur expliquer les choses de la vie, mais parce que je considère qu'ils ont moins d'expérience que moi. Ouais. Donc, il y a quelque part où, parce qu'on connaît pas l'histoire des femmes, qu'on connaît pas leur rapport à toute mon Dieu, ce qu'elles ont fait, les scientifiques, c'est qu'on a, les femmes et les hommes, on a la perception qu'on n'a pas accompli, tu sais, comme toi, tu es au courant parce que tu as fait des études. Moi, j'ai fait un plongeon, mais si on s'adressait à la majorité des femmes, je suis pas sûre qu'elles savent combien ils ont contribué au-delà de leur beauté. Oui, je suis d'accord. Puis moi, quand je me rappelle avant de me séparer d'une relation de 20 ans, on avait reproduit les années 50 dans notre maison, puis c'est quand j'ai réalisé, c'est Nathalie Platt qui m'a fait réaliser, tu es comme en résidence artistique dans ta propre maison. J'appliquais dans ma maison tout ce que je dénonçais à l'extérieur. Puis avant de sortir, j'ai commencé à rentrer dans les affaires de les petites piqûres, les petites affaires pour être un... tu sais. Puis honnêtement, quand je regarde mes photos, je me trouve vraiment cute, tu sais. C'est comme tout est harmonieux, puis c'est correct, puis je suis sans jugement par rapport à ça. Mais moi, ce que ça l'a fait, c'est qu'en fait,
j'ai commencé à en faire, puis là, j'en voulais toujours un peu plus. Puis je me rappelle d'une fois où je suis sortie d'une clinique, ça m'avait coûté 900$ pour avoir ma face. Puis là, tu te dis, bon, ben, je viens de mettre 900$, je vais aller m'acheter un kit pour aller avec mon 900$. Puis là, tant qu'à avoir le kit puis la face, ben, il faut que tu ailles dehors, faut que tu sois vu. Puis là, t'es vu, tu vas dehors pour qui? Pour être vu, pour être admiré par les autres femmes. Il y a tout ce rapport-là où tout d'un coup, tu existes par rapport à l'autre, tu n'existes plus par rapport à ce que tu es à l'intérieur de toi. Et ça me prenait tellement de temps. C'est une job à temps plein. Parce que là, tu fais faire tes ongles, tu fais faire tes ci, tu fais faire tes ça. C'est une job à temps plein. Puis quand tu fais ça, tu peux pas réfléchir. T'as pas l'espace pour t'asseoir puis comprendre que t'es où dans le monde. C'est quoi l'état du monde. Tu peux pas aller là, c'est trop angoissant. Fait que ce repli-là dans le cosmétique, je pense que c'est... c'est du temps perdu, tu sais, qu'on pourrait investir ailleurs, finalement. Je sais pas si je pourrais dire du temps perdu parce que je voudrais pas juger. Je pense que c'est une façon, des fois, c'est tellement angoissant de se mettre à penser parce que ça met tellement en lumière plein de choses inquiétantes. Ça peut être une façon de pas penser aux abus qu'on a vécus, aux viols qu'on a vécus, parce que ça, on va se dire, c'est la vraie réalité. Les femmes, les hommes aussi, mais il y a énormément d'abus. Je pense que c'est une façon d'éviter l'intensité qui vient avec le fait de réaliser qu'on est des femmes et l'histoire des femmes, qu'il y a beaucoup d'injustice. Je pense que c'est un repli sécurisant. Oui. En effet, tu sais, je pense que ça peut vraiment être un gouffre, sans fin. Mais en effet, je vois qu'il y a un effet réconfortant là-dedans. Puis c'est tellement attendu de nous, en tant que femmes, qu'on mette du temps sur notre apparence, puis qu'on ne sorte jamais non plus comme pas poupounée. Puis, dès qu'on se met pas de cachet, on se le fait dire, qu'on a l'air fatigué. Puis j'ai une toute dernière question pour toi, qui est une question spéciale que j'ai pas posée à aucune autre invitée, mais c'est quoi pour toi faire de l'art féministe? C'est quoi pour moi faire de l'art féministe? Bon, est-ce que c'est ça que je fais? Bon, il faut savoir que le mot féministe, ça a été utilisé la première fois en 1852 par un médecin pour parler d'une maladie qui atteignait les hommes qui avaient trop une allure féminine. Fait que je pense que des fois, le mot féministe ou féministe est porteur d'un sens qui est perçu négativement. Puis pourtant, quand on regarde la définition, c'est tellement beau, c'est tellement une belle définition, c'est reconnaître la valeur, l'égalité des hommes, des femmes. C'est pas un projet contre un ou pour l'autre, c'est un projet commun. Il y a quelque chose d'humaniste là-dedans pour l'humanité. Fait que c'est ça, fait que me camper juste là-dedans, je trouve que ça fait que il y a des gens qui se sentent pas investis ou impliqués ou intéressés de la même façon. Ceci dit, entre toi et moi, je sais que c'est ça que je fais. Mais c'est pas comme ça que je le présente. Ça serait l'art engagé. Je pense que je suis devenue une personne engagée, donc l'art que je fais est le reflet de où je suis dans ma vie. En fait, je pense que je fais de l'art pour essayer de changer le monde un petit peu par une petite personne, deux petites personnes, puis c'est que l'affaire, c'est qu'après, quelqu'un qui a un tableau de Sarah Weddington, qui est celle qui a gagné à l'âge de 26 ans, devant la Cour suprême, le Roe vs. Wade, qui a été celle qui a permis de décriminaliser l'avortement aux États-Unis. Quand on met une Sarah Weddington dans notre salon, c'est porteur de sens. Ça a un impact, ça va... Elle et les gens qui vont aller dans son salon, tout d'un coup, là, on vient de semer des graines. Fait que ça serait plus ça que je verrais, mais ça veut dire quoi pour moi? C'est être en cohérence avec comment je suis à l'intérieur. Mais je te remercie vraiment beaucoup pour toutes les réponses pertinentes que tu as données à mes questions. Puis je te remercie aussi pour ta générosité et de t'être déplacée pour venir poursuivre la conversation chez nous. J'aurais été vraiment attristée si on n'avait pas pu poursuivre tout ça. Fait que merci pour tout. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci pour l'invitation.
Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.